À 80 ans, Sheila avance encore sous les projecteurs, droite, souriante, presque invincible. Le public applaudit une légende, sans voir les absents qui l'accompagnent, ni les silences qui l'attendent lorsque le rideau retombe. Derrière cette lumière se cache une femme à qui la gloire a beaucoup donné, mais aussi presque tout repris. Pour comprendre comment une idole aimée par des millions de personnes a pu finir par dire qu'elle n'avait plus de famille, il faut revenir au jour où, à 16 ans, elle confia son destin à ceux qu'elle croyait incapables de la trahir. Avant Sheila, il y avait Annie Chancel, une adolescente élevée loin des palais du spectacle, dans une famille modeste, au rythme des marchés où ses parents vendaient leurs marchandises. Elle apprenait à sourire aux inconnus, à parler fort pour se faire entendre, à ne jamais montrer la fatigue. Sans le savoir, cette petite école de la rue la préparait déjà à une vie où il faudrait séduire des foules entières. À 16 ans, tout bascule. Claude Carrère remarque sa voix, son visage, cette fraîcheur que la France des années 60 semble attendre. Il lui donne un nom, une coiffure, une manière de bouger, puis une place sous les projecteurs. Annie devient Sheila, et le rêve prend la vitesse d'un train dont personne ne lui a expliqué comment descendre. Les chansons s'enchaînent, les plateaux de télévision aussi. Les jeunes filles copient ses robes, ses gestes, son sourire. Partout on reconnaît Sheila. Mais derrière l'icône, l'adolescente n'a presque plus de temps pour comprendre ce qui lui arrive. D'autres choisissent ses chansons, organisent ses journées, répondent à sa place, construisent son image jusque dans les moindres détails. Elle croit être protégée, alors qu'elle apprend peu à peu à obéir. Claude Carrère devient bien davantage qu'un producteur. Sheila le regarde comme un père de substitution, celui qui l'a sorti de l'anonymat, et qui connaît, pense-t-elle, la route mieux qu'elle. Sa confiance est totale. Or, dans le monde du spectacle, une confiance sans limite peut devenir une porte laissée ouverte dans la nuit. À cet âge, elle ne comprend ni les clauses, ni les droits, ni les mécanismes financiers qui se cachent derrière un disque vendu par milliers. Ses parents signent parce qu'ils veulent croire à sa chance. Elle signe parce qu'elle veut chanter. Et pendant que les succès s'accumulent, une autre histoire s'écrit dans l'ombre, celle d'une jeune fille qui devient une marque avant d'avoir eu le temps de devenir une femme. Le public voit une étoile monter. Personne ne voit les heures interminables, la discipline imposée, la peur de décevoir, ni cette sensation étrange de ne plus s'appartenir tout à fait. Plus Sheila devient célèbre, plus Annie disparaît derrière elle. Le premier prix de la gloire n'est donc pas l'argent, ni même la solitude, c'est l'innocence. Sheila pensait avoir trouvé un homme capable de la guider comme un père. Elle ignorait encore qu'un jour, en regardant les contrats et les comptes, elle se demanderait si celui qui lui avait offert une carrière ne lui avait pas aussi confisqué une partie de sa vie. À peine Sheila a-t-elle appris à vivre sous les projecteurs qu'un piège se referme sur elle. En 1964, elle n'a que 18 ans. Son visage est partout, mais son corps commence à protester. Le rythme est trop violent pour une jeune fille qui n'a jamais eu le droit de ralentir. Des troubles hormonaux apparaissent. Sheila doit suivre un traitement et comprendre ce qui lui arrive. Pourtant, au lieu de respecter cette fragilité, une partie de la presse transforme sa santé en spectacle. Une rumeur monstrueuse se répand. Sheila serait en réalité un homme déguisé en femme. Le mensonge est absurde, mais il frappe avec une précision cruelle. Il ne vise pas seulement la chanteuse, il attaque la jeune femme dans ce qu'elle a de plus intime, son corps, sa féminité, son droit d'exister sans se justifier. La France fredonne ses refrains, pendant qu'elle découvre qu'une rumeur répétée peut devenir plus puissante que la vérité. Le plus douloureux n'est peut-être pas ce que les journaux écrivent, c'est le silence de ceux qui auraient dû la protéger. Sheila comprend que le scandale fait vendre,
que l'humiliation attire les regards et que certains préfèrent laisser le poison circuler plutôt que de perdre une place en première page. Elle avait confié son image à des adultes. Ces adultes découvrent qu'une blessure peut aussi rapporter. Puis vient une révélation plus froide encore. Les disques se vendent, les salles se remplissent, mais l'argent ne semble jamais arriver jusqu'à elle comme il le devrait. Sheila regarde enfin les contrats qu'elle n'avait pas compris lorsqu'elle était mineure. Elle découvre un système où son nom vaut une fortune, tandis qu'elle reste prisonnière de décisions prises sans elle. Ce n'est plus seulement une affaire d'argent. C'est la sensation d'avoir été utilisée alors qu'elle croyait être protégée. Claude Carrère était celui qu'elle considérait comme un second père. Or, une trahison venue d'un adversaire fait mal. Une trahison venue d'un père détruit les fondations. Sheila dira plus tard qu'elle avait été trahie comme on trahit un enfant. On lui avait offert la lumière, mais on avait gardé les clés. On lui avait donné une voix, tout en décidant qui pouvait parler à sa place. On lui avait promis une carrière, sans lui expliquer qu'elle risquait d'en devenir la captive. Une question s'impose alors, qui aime réellement Annie Chancel et qui ne voit que Sheila, la vedette, l'image. Après avoir perdu confiance dans l'homme qui dirigeait sa carrière, elle rêve d'un foyer où personne ne lui demanderait de jouer un rôle. C'est alors qu'un chanteur nommé Ringo entre dans sa vie avec le visage rassurant d'une promesse, et derrière lui, une nouvelle désillusion déjà en marche. En 1973, la France croit assister à une histoire parfaite. Sheila épouse Ringo, de son vrai nom Guy Bale, sous les flashs, dans un bonheur presque trop beau pour être vrai. Le public voit deux vedettes réunies. Sheila, elle, croit enfin avoir trouvé ce que la gloire ne lui avait jamais donné, un foyer, un refuge, quelqu'un capable de l'aimer pour elle-même. Les photographies racontent une fête. Les sourires semblent sincères. Les journaux parlent d'un couple idéal. Pourtant, derrière les portes fermées, une autre histoire commence. Sheila découvre les absences, les mensonges, les infidélités. Elle tente de sauver ce qui peut encore l'être, parce qu'elle ne veut pas seulement protéger un mariage. Elle veut protéger l'idée qu'elle s'était faite de l'amour. La blessure la plus profonde ne vient pas seulement de Ringo. Elle vient de cette phrase qui finit par l'obséder. Tout le monde savait, sauf moi. Des proches, peut-être même ceux qui lui souriaient, connaissaient pas la vérité. Sheila était maintenue dans une pièce où chacun possédait le scénario, sauf l'actrice principale. En 1979, le couple se sépare. Le rideau tombe, sans explication apaisée ni véritable adieu. Ringo disparaît de son existence. Sheila dira qu'elle ne l'a jamais revu depuis cette année-là. Un mariage, un enfant, des souvenirs, puis plus rien. Comme si l'homme avec lequel elle avait partagé ses espoirs avait décidé d'effacer leur histoire. Le temps passe, mais certaines paroles savent rouvrir les blessures. En 2000, Ringo affirme dans la presse qu'ils ne se sont jamais aimés et qu'ils ne se seraient regardés que 15 minutes dans toute leur vie. Pour Sheila, ce n'est pas une provocation. C'est une négation brutale de ce qu'elle avait vécu et tenté de sauver. Car on peut survivre à une séparation. Mais comment survivre lorsque l'autre prétend que l'amour n'a jamais existé? En quelques mots, Ringo transforme un mariage douloureux en illusion, et la femme qui s'était battue pour sa famille en figurante d'une histoire sans valeur. Au même moment, la carrière disco de Sheila atteint des sommets. Les foules dansent, ses chansons traversent les frontières. Plus la scène s'illumine, plus sa maison semble vide. La célébrité lui offre des milliers de regards, sans lui garantir un seul regard sincère. Pourtant, ce mariage laisse derrière lui bien plus qu'une humiliation. Il laisse Ludovic, un garçon appelé à grandir entre une mère happée par le public et un père presque absent. Sheila croyait que le divorce avait mis fin à son histoire avec Ringo. Elle ignorait encore que leur fils
porterait longtemps les éclats de cette rupture, et que cette fracture préparait déjà une douleur bien plus terrible. Ludovic grandit avec un nom trop lourd pour ses épaules. Avant même d'avoir choisi sa route, il est déjà présenté comme le fils de Sheila. Partout, on le compare et on l'observe. Sa mère est une idole nationale, son père s'est éloigné et lui cherche une place qui ne soit ni celle d'un héritier, ni celle d'un enfant abandonné. Dans cette famille brisée, l'amour existe encore, mais il ne circule plus librement. Danza, Sheila travaille, chante, lutte pour maintenir debout une carrière immense. Ludovic avance avec ses blessures, ses colères, ses silences. Chacun souffre de son côté, et plus le temps passe, plus les mots deviennent difficiles à prononcer. La dépression, les dépendances, le besoin de fuir une identité imposée deviennent un labyrinthe. Il serait trop simple d'accuser seulement la célébrité de sa mère ou l'absence de son père. Les drames humains ne naissent presque jamais d'une seule cause. Ils se construisent dans l'addition de blessures que personne n'a su arrêter. En 2005, Ludovic publie un livre dans lequel il accuse Sheila d'avoir été égoïste, de l'avoir délaissée. Pour le public, ce sont des révélations. Pour elle, c'est une déchirure exposée en pleine lumière. La parole de son fils devient une arme médiatique, et la mère qu'elle croyait être se retrouve jugée par celui qu'elle aurait voulu protéger. Diar, Amnar, Sheila aime Ludovic, mais l'amour ne suffit pas toujours à réparer ce que les années ont détruit. Leur relation se ferme peu à peu, jusqu'à cette distance presque irréelle. 7 années sans se voir. 7 années pendant lesquelles chacun aurait pu appeler, pardonner, revenir. 7 années où la peur et la souffrance ont parlé plus fort que le désir de se retrouver. Pendant ce temps, d'autres piliers vacillent. Sheila a déjà perdu ses parents, morts à seulement 16 jours d'intervalle. Puis, en 2016, Yves Martin, l'homme qui lui avait offert une seconde chance d'aimer, subit 2 accidents vasculaires cérébraux. Son état se dégrade, son autonomie disparaît. Sheila devient celle qui soigne, qui veille, qui retient ses larmes. Elle porte alors 2 angoisses, un mari gravement diminué et un fils qu'elle ne parvient plus à rejoindre. Sur scène, elle continue d'avancer. Dans l'intimité, son monde se fissure. Puis, en juin 2017, Dominique Grard, son assistant fidèle et son confident depuis des décennies, disparaît à son tour. Sheila perd un témoin de sa vie, une présence qui comprenait sans explication. Elle croit toucher le fond, mais le destin n'a pas encore livré son coup le plus cruel. À peine 1 mois plus tard, un téléphone sonne. Au bout du fil, quelques mots vont séparer sa vie en 2, l'avant et tout ce qui ne pourra jamais être réparé. Le téléphone sonne, un matin de juillet 2017. Rien, dans ce bruit ordinaire, ne laisse deviner qu'il va ouvrir un gouffre. Sheila décroche. À l'autre bout du fil, la voix hésite, les mots arrivent. Puis le monde cesse d'avoir la même forme. Ludovic Chancel, son fils unique, est mort. Il n'avait que 42 ans. Une overdose de cocaïne et de médicaments a emporté celui qu'elle avait mis au monde, celui qu'elle avait aimé avec maladresse parfois, avec inquiétude toujours, mais sans cesser de le considérer comme la partie la plus fragile d'elle-même. Il existe des douleurs que les phrases ne savent pas contenir. Une mère peut accepter de vieillir, de perdre sa carrière, ses certitudes, mais enterrer son enfant renverse l'ordre du monde. Sheila ne perd pas seulement Ludovic. Elle perd le futur dans lequel une réconciliation restait possible. Car entre eux, il y avait 7 années de silence, 7 années sans se voir, remplies de colère, de dépendance et de blessures anciennes. Jusqu'à cet appel, Sheila pouvait encore imaginer une porte qui s'ouvre, un regard, une explication, peut-être même un pardon. En quelques secondes, cette porte se referme pour toujours.
Alors commence le procès le plus cruel, celui qu'elle mène contre elle-même. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Où me suis-je trompé? Ces questions ne cherchent pas vraiment une réponse. Elles cherchent un coupable. Et lorsqu'une mère ne peut plus sauver son enfant, elle finit souvent par se désigner elle-même. Pourtant, une tragédie comme celle de Ludovic ne tient jamais dans une seule faute. Il y avait l'ombre immense de Sheila, l'absence du père, la pression d'un nom célèbre, la dépression, la dépendance, le besoin de fuir, et peut-être celui d'être enfin regardée autrement. Réduire sa mort à un scandale serait oublier l'homme derrière les journaux. Sheila doit continuer à respirer pendant que le monde commente. Les articles parlent de drogue, de rupture, de famille déchirée. Mais aucun titre ne peut raconter ce qu'elle ressent lorsqu'elle comprend qu'elle ne pourra plus entendre la voix de son fils, ni réparer ses années perdues. Quelques semaines plus tard, elle remonte sur scène. Certains y voient du courage, d'autres une fuite. La vérité est peut-être plus simple. Chanter est la seule manière qu'elle connaît pour ne pas s'effondrer. Sous les projecteurs, Sheila retrouve son sourire. Mais derrière chaque note, une question demeure. Si elle avait appelé plus tôt, insisté davantage, comprise autrement, Ludovic serait-il encore là? Et c'est ainsi que commence la peine la plus longue de sa vie, survivre à son enfant, tout en sachant qu'aucune ovation ne pourra jamais couvrir le silence qu'il a laissé. Sheila aurait dû pouvoir pleurer son fils, loin des regards. Pourtant, après la mort de Ludovic, le silence qu'elle espérait n'est jamais venu. Autour de son souvenir s'ouvre une nouvelle bataille, faite de déclarations, d'accusations et de blessures étalées dans les médias. Sylvie Ortega Munoz, la compagne de Ludovic, devient l'une des figures centrales de cette confrontation. Chacune défend sa vérité, chacune affirme avoir connu une part intime de l'homme disparu. Mais au milieu de ces paroles, Ludovic semble prisonnier d'une histoire racontée par les autres. Pour Sheila, cette guerre est une seconde condamnation. Elle vient à peine d'enterrer son enfant, et déjà son rôle de mère est discuté, contesté, jugé. Le deuil n'a plus de porte à fermer. Même la douleur devient publique, découpée en titres et en réponses brutales. Pendant que cette tempête continue, un autre drame se déroule dans l'ombre. Yves Nazem-Martin, l'homme qui lui avait redonné le courage d'aimer après Ringo, n'est plus celui qu'il était. 2 accidents vasculaires cérébraux, survenus en 2016, ont profondément diminué son corps et son autonomie. Sheila veille sur lui, l'aide, tente de préserver sa dignité. Elle porte alors 2 absences. Celle de Ludovic, définitive, et celle d'Yves, encore vivant, mais déjà arraché à une partie de lui-même. Il faut travailler, sourire, répondre, alors que chaque journée ressemble à une pièce où la lumière s'éteint lentement. Yves n'était pas seulement un mari. Il avait été un partenaire, un producteur, un confident, celui qui connaissait les blessures derrière le personnage public. Avec lui, Sheila avait cru qu'une seconde vie était possible. Lorsqu'il meurt en 2021, elle perd plus qu'un compagnon. Elle perd le dernier témoin de son intimité. Alors, les visages disparus reviennent tous ensemble. Sa mère, partie avant les voyages promis. Son père, mort 16 jours plus tard. Dominique Grard, l'ami fidèle disparu en juin 2017. Ludovic, emporté 1 mois après. Puis Yves, le dernier refuge. Ringo, lui, avait quitté son existence depuis des décennies. Peu à peu, tous ceux qui avaient donné un sens au mot fille, épouse, mère et amie, avaient disparu ou s'étaient éloignés. C'est alors que la phrase de Sheila prend tout son poids. Maintenant, je n'ai plus de famille. Ce n'est pas la plainte d'une vedette entourée d'admirateurs. C'est le constat d'une femme qui rentre après les applaudissements et ne retrouve plus aucune des voix qui racontèrent son passé. Mais il lui reste encore un lieu qui l'a blessée, exploitée, parfois presque détruite,
et qui pourtant continue de l'appeler. La Seine, ce territoire où Sheila peut encore transformer ses morts en chansons et son silence en lumière. Après tant de départs, Sheila aurait pu choisir le silence. Elle aurait pu refermer la porte, laisser les souvenirs envahir les pièces vides et disparaître derrière la légende. Pourtant, chaque fois que les projecteurs se rallument, elle revient. Non parce que la douleur s'est effacée, mais parce que chanter est devenu sa manière de ne pas tomber. La scène est un paradoxe cruel. C'est là que tout a commencé, là qu'on lui a volé une part de son enfance, qu'on a façonné son image et son sourire. C'est aussi là qu'elle a été jugée, exploitée, enfermée dans un personnage plus grand qu'elle. Mais c'est encore sur cette scène qu'elle retrouve une forme de liberté, celle de raconter enfin sa propre histoire. Son corps, lui aussi, a connu ses batailles. En 1987, une septicémie l'a conduit aux frontières de la mort. Pendant plusieurs jours, elle lutte dans un silence que les caméras ne voient pas. Elle revient pourtant, comme elle reviendra après les trahisons, les deuils, les humiliations. Chez Sheila, la résistance n'a jamais été un slogan. C'est une habitude acquise au prix fort. À 80 ans, elle sait que chaque concert exige davantage. Les muscles fatiguent, le souffle se mesure, la moindre chute pourrait tout arrêter. Pourtant, elle refuse d'être réduite à son âge. Lors d'un spectacle donné pour ses 80 ans, la chaleur devient suffocante, les installations souffrent, les techniciens s'inquiètent. Mais elle avance encore vers la lumière. Il ne faut pas confondre cette détermination avec l'absence de peur. Le courage n'est pas de ne rien ressentir, c'est de monter sur scène en sachant ce que l'on risque et de chanter malgré tout. Derrière chaque refrain, il y a désormais des absents. Ses parents, Dominique, Yves, Ludovic. Ils ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont devenus une présence invisible. Peut-être est-ce pour eux qu'elle tient si longtemps sur la dernière note. Peut-être espère-t-elle que la musique traverse l'endroit où les vivants ne peuvent plus aller. Sheila n'a pas vaincu le chagrin. Personne ne gagne contre la mort d'un enfant. Elle a seulement appris à marcher avec cette blessure, à sourire sans mentir, à transformer l'absence en énergie. La gloire ne l'a pas sauvée, mais le travail l'a empêchée de se perdre entièrement. Lorsque le rideau tombe, le public voit une icône saluer. Puis Sheila se retourne et avance seule vers les coulisses. Les applaudissements restent derrière elle. Devant, il y a le silence. Et pourtant, le lendemain, elle recommence. Car sa plus grande victoire n'est peut-être pas d'avoir été aimée par des millions de personnes, c'est d'être encore debout, après avoir survécu à presque tous ceux qu'elle aimait. Sheila n'a jamais cessé de chanter, non parce que la vie lui a épargné la douleur, mais parce qu'elle a compris qu'on ne survit pas en oubliant, on survit en avançant avec les absents. Derrière chaque sourire, il y a Ludovic, Yves, ses parents, Dominique, et toutes les promesses brisées. Elle a connu la gloire, la trahison, le deuil, puis le silence. Pourtant, elle se relève encore, car certaines femmes ne guérissent jamais vraiment. Elles transforment simplement leurs blessures en lumière. Un está.